Podcast. Pure FM. Pure FM. Alors c'est le 7e album de Placebo. Est-ce qu'au bout du 7e c'est plus simple? Le processus d'écriture est plus simple? Est-ce qu'il vient de manière beaucoup plus naturelle? Puisqu'on sait ce qu'on sait faire et ce qu'on sait ce qu'on ne veut plus faire. Oui, peut-être, mais en même temps, on sait vraiment pas quoi faire. C'est ça le problème. Je trouve ça de plus en plus difficile de se renouveler d'abord et on a toujours peur de se répéter. Un petit peu de répétition, c'est inévitable puisqu'on a un style. Mais pour moi, quand on a la musique et puis je suis présenté là avec la page blanche, j'ai toujours une sorte de panique en moi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire au monde? Je ne suis pas quelqu'un qui écrit les choses d'une façon intellectuelle. Je laisse plutôt l'instinct me prendre. Et c'est plutôt le processus d'écriture lui-même qui influence le sujet et les émotions de la chanson. Je trouve ça de plus en plus difficile. Peut-être parce que aussi, je mets de plus en plus de valeur là-dedans. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu plus conscient du fait que... disons que je crois moins à ma légende. Un petit peu au début, quand on est jeune, on est hyper arrogant, on a une confiance énorme en soi. Avec l'âge, un petit peu, ça s'érode, tout ça. On se pose plus de questions. Et on a de plus en plus de crises d'identité. Pour moi, ça devient... C'est une autre valeur, une valeur plus grande. Je suis peut-être un petit peu trop conscient des opportunités manquées du passé. Alors je me pousse de plus en plus, je suis très très critique, autocritique moi-même. Les choses que je laisserais passer avant, je trouve ça plus difficile ces jours-ci. Alors j'ai un processus d'écriture et de réécriture et de réécriture. Et souvent, ça se termine vraiment au dernier moment, quand il faut vraiment finir un album. T'as plus de temps, Brian, alors écris quelque chose. Ouais, des fois un deadline, ça aide aussi. C'est quoi les opportunités manquées? Bon, je pense à cause de cette énorme arrogance et énorme confiance en soi. Je croyais, quand j'étais plus jeune, que tout ce que j'écrivais, c'était un chef-d'œuvre. Et peut-être maintenant, avec un petit peu de recul, je me rends compte que c'est peut-être pas le fait. Je me suis souvent dit peut-être que j'étais un petit peu plus conscient, un petit peu moins dans les nuages, que j'aurais fait un petit peu plus d'attention. Qu'est-ce que le Brian d'aujourd'hui, qui a l'air beaucoup plus sage, dans le bon sens du terme, pense du Brian d'il y a quelques années alors? Il le trouve comment? J'en suis jaloux. Vraiment, honnêtement. Ouais, je suis vraiment très jaloux du petit con rockstar que j'étais avant. Peut-être jaloux d'insouciance? Oui, voilà, exactement. Puisque je ne peux plus être comme ça, c'est une sorte de période de ma vie complètement enchaînée, assez dingue, assez bohémienne. Ouais, je regarde ça avec un petit peu de nostalgie, mais je suis pas vraiment... Je suis beaucoup plus à l'aise dans ma peau ces jours-ci, alors ouais, je me sens beaucoup plus confortable qu'avant. J'ai plus envie de payer le prix de tout ça. Voilà. C'est un coup vis-à-vis de quoi? Du public? Vis-à-vis de son entourage? Vis-à-vis de la presse? Vis-à-vis de quoi en fait? Non, plutôt vis-à-vis de sa vie, ma vie de tous les jours et ma vie quotidienne. Et je me sens beaucoup moins perdu aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose de très très attirant avec ce passé très bohémien. C'est pour ça que j'utilise le mot nostalgie. Parce qu'on est très conscient du fait que c'est du temps passé, mais avec le recul, on regarde toujours avec des lunettes assez rosées. On oublie souvent le mauvais. Voilà, exactement, ouais.
Il y a un morceau qui s'appelle A Million Little Pieces, qui est pour moi un morceau angulaire dans cet album, et qui fait référence pour moi à We Come in Pieces, qui était aussi un autre titre, le titre du DVD. Est-ce qu'il y a une articulation entre les deux, au final, quelque part? Est-ce qu'il y a une certaine logique? Non, c'est... Non, bah, j'y ai même pas pensé jusqu'à maintenant. Voilà. C'est la même chose avec Rob the Bank sur le nouvel album. Quelqu'un m'avait dit, après qu'on avait fini d'enregistrer, quelqu'un m'avait dit, ah ouais, ça me fait penser à Follow the Cops Back Home and Rob Their Houses. Et je dis, ah merde, j'y avais même pas pensé. Et voilà, A Million Little Pieces, We Come in Pieces. Alors, j'ai pas consciemment fait ces connexions-là. J'ai quand même volé ce titre d'un bouquin par un auteur américain qui s'appelle James Frey, qui a écrit une sorte de mémoire un petit peu fictionnalisée de sa vie et de ses énormes problèmes d'addiction. Notre morceau lui-même est assez abstrait, mais je voulais faire cette connexion avec ce livre-là pour que peut-être les gens, après avoir écouté ce morceau-là, A Million Little Pieces, aillent lire ce bouquin et puis que ça ouvre un petit peu l'esprit, et que ça donne beaucoup de contexte à cette chanson-là. Tu disais tout à l'heure, quand je dois faire un album, quand je dois écrire un album, je me demande si j'ai encore des choses à dire. Moi, je me suis demandé, est-ce que tu n'avais pas envie, cette fois-ci, de parler de crime? Et je me suis dit, d'où vient cette obsession pour le côté criminel des choses? Parce que tu l'as dit, il y a un morceau qui s'appelle Rob the Bank, Son of the Crime aussi. Il y avait Follow the Cop Back Home avant. J'y avais pensé aussi à cette connexion. Et puis même dans la vidéo dans laquelle apparaît Bret Easton Ellis, il y a aussi ce côté criminel des choses. C'est fascinant, le crime, c'est un réservoir intéressant, parce que dans le fond, on peut se dire, il y a l'amour et le crime, dans le fond, qui sont deux sujets connexes, et deux sujets inépuisables aussi. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est le côté transgressif de tout ça qui est assez attirant pour moi. Ben ouais, je sais pas. Tu m'excuses, il faudra que j'y pense un petit peu. Mais on peut dire, tu vois, tu dis, c'est transgressif. Placebo, ça a toujours été un groupe transgressif dans les paroles, notamment au niveau de la sexualité, de ce genre de choses-là. On a l'impression qu'on est passé un cap au-dessus. Maintenant, pour être transgressif, on va plus loin encore. C'est peut-être revenu de plus en plus avec un côté très très humain, particulièrement sur cet album-là, plutôt que le crime qu'on peut faire contre la société peut-être. C'est plutôt focusé sur le crime qu'on peut faire sur l'un des autres émotionnellement, sur cet album-là. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi un retour à une musique plus humaine, j'allais dire presque moins arrangée? On entend du piano sur Too Many Friends, on entend des choses comme ça. Les morceaux sont beaucoup plus évidents, ils sont redevenus plus évidents, plus directs, comme ça. Est-ce que c'est c'est un sentiment que tu as aussi? Oui, je l'espère. On voulait vraiment que ça soit un album vulnérable, que ça soit un album très humain soniquement, même si nous avons utilisé beaucoup d'instruments électroniques sur cet album. Nous avons utilisé aussi beaucoup de piano et même des instruments indiens comme le dulcimer par exemple, beaucoup de cordes. Pour moi, après Battle for the Sun, qui était un album très très guitare, une sorte de mur de guitare, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus délicat, d'un petit peu plus mélancolique, mais avec un côté, comme je dis, très humain, une sorte de mélancolie qui te remplit, qui te rend un petit peu fier du fait que tu peux toujours ressentir cette mélancolie-là, une sorte de tristesse heureuse. Et c'est ce genre de musique-là qui, depuis que j'ai découvert des artistes comme Leonard Cohen, par exemple, qui à travers toute ma vie m'a vraiment, vraiment touché. Des morceaux qui me font pleurer, mais qui me rendent aussi heureux que je suis un être émotionnel et que je puisse pleurer comme ça. Sur Sin of the Crime, il y a aussi des clappements de mains. Ouais, voilà. Il y en a beaucoup sur cet album. C'est vraiment, il y en a plusieurs. C'est vraiment la manifestation la plus naturelle de la musique, en fait. À part le claquement de doigts, il y a un claquement de mains. C'est vraiment... et c'est aussi touchant, justement, qu'un groupe, au bout de son 7e album, mette des claquements de mains partout comme ça. Ça signifiait quoi pour vous?
C'est pas un hasard. Ça, c'est quelque chose de très organique. C'est intéressant parce que c'est le premier album où nous avons commencé à utiliser nos téléphones et nos iPads et des choses comme ça pour créer comme instrument dans le studio. Et il y avait une sorte de joie infantile avec ça parce que on pouvait trouver quelque chose sur l'App Store et puis en 1 minute on l'a là et on peut commencer à jouer. Et à cause de l'interface, ça donne une sorte de joie infantile parce que c'est un petit peu comme un jouet. Alors ça c'est devenu quelque chose de très grand sur cet album aussi, mais aussi il y a l'essence hyper humaine qui est le claquement de main. Alors ça donne vraiment une bonne idée du scope, de la largesse du son et de l'instrumentation que nous avons envie d'utiliser dans le son placebo pour cet album-là. Ouais, une sorte d'attitude démocratique envers tout. Une sorte d'ouverture d'esprit aussi. Placebo, c'est un groupe qui est né avant Internet. C'est vrai. Ouais. c'est fou, mais il y en a encore. Tu viens de parler de l'iPad, etc. Comment, en tant que groupe, on s'insère dans cette grande mouvance qu'est Internet aujourd'hui, parce qu'un groupe ne peut pas survivre sans Internet, mais pourtant vous venez d'une époque où il n'y avait pas Internet. Comment on arrive à l'assimiler, ça, justement? Il est très important d'avoir des gens dans ton équipe qui sont beaucoup plus jeunes que toi et qui comprennent ça beaucoup mieux que toi. Et qui savent comment utiliser tous ces réseaux et sociaux, etc., etc. Ça rend les choses un petit peu plus faciles dans la vie quotidienne et aussi en tant que la création. On peut créer des morceaux chez soi et puis l'envoyer à quelqu'un d'autre. On peut passer moins de temps dans le studio en train de s'emmerder parce que le producteur peut envoyer des mix et des choses comme ça, écouter des idées à écouter. Mais il est important à stresser que avec toute cette technologie qui existe, ça ne va pas t'écrire une chanson pour toi-même. Il faut toujours avoir, pour donner de l'âme à quelque chose, il faut toujours la touche humaine. Même quand on utilise un iPad, par exemple, c'est la touche humaine qui bouge tout. Et avec cet outil-là, c'est plutôt l'accident qui est magique. Le fait que c'est très nouveau et qu'on ne sait pas vraiment comment s'y prendre et comment utiliser ça, on l'utilise souvent de la mauvaise façon et c'est pas à travers ces accidents-là que quelque chose de magique est créé. Est-ce que c'est ce que raconte la pochette, en fait, où on voit 2 êtres humains dans le fond comme ça et une espèce de maelstrom un peu numérique tout autour? Ouais, j'avais envie esthétiquement de faire un break avec l'esthétique placebo qui était très bien établie, qui était une sorte une esthétique corporelle, très figuratif et assez monochromatique. Mon premier amour musical, c'était la musique psychédélique. J'avais envie de faire quelque chose avec avec toutes les pochettes, de faire quelque chose d'assez psychédélique, mais d'utiliser les années 60, les années 70, les années 80, les années 90, tout ensemble, avec tous les médias, etc. Tout ce qu'on a passé. Alors c'est des images qui sont assez psychédéliques, mais il y a toujours aussi, ça ressemble un petit peu, c'est comme si c'est filmé d'une vieille télé ou des choses comme ça, et une sorte d'esthétique de junk store. Ouais, d'élever cette esthétique de junk store à une sorte de grand art, essentiellement. Ouais. Il y a beaucoup de références dans ce disque quand on regarde un petit peu partout. Bosco, par exemple, moi, ça m'a fait penser au surnom qu'on donne à Jérôme Bosch, le peintre le flamand. On l'appelle comme ça en Espagne. Ah, je ne savais pas. Ça vient d'où ce nom? Parce que Bosco, quand on regarde, il y a 1000 possibilités. Et 1000, il y a Don Bosco aussi, qui est très connu en Belgique et en France, par exemple, qui est un prêtre ouvrier. Il y a plein d'écoles partout en Belgique pour ça. Il vient d'où ce En nom? Espagne aussi. Je pense que c'est un vin italien aussi. Oui, aussi. 3-4 villages s'appellent comme ça aussi. Ouais. Ça veut dire forêt en italien ou quelque chose comme ça. C'est plutôt parce que c'était Stéphane qui a commencé à jouer cette chanson au piano. C'était lui qui a donné son nom à cette mélodie-là. Puis j'ai écrit les paroles dessus. On ne pouvait pas vraiment trouver
un titre meilleur. Alors on s'est dit, ben, pourquoi pas, c'est assez abstrait. Il y a une sorte de mystère avec tout ça. Ça pourrait être interprété d'une centaine de façons. Et nous aimons cette ambiguïté, nous aimons ce mystère. Alors on a décidé de le garder. Rob the Bank, est-ce que ton frère l'a entendu ce morceau? Pas encore. Non. Mais il est déceptif, ce morceau. Ouais. C'est pas vraiment du tout une chanson qui parle de la crise financière, c'est plutôt une chanson qui parle de l'obsession et de la jalousie, une sorte d'obsession charnelle qu'on peut avoir envers quelqu'un, un autre être humain. C'est aussi une liste de crimes, voilà, de choses répugnantes. La personne qui est dans cette chanson est en train de dire, tu sais, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te comporter d'une centaine de façons répugnantes. Je m'en fous. Dès que tu rentres à la fin de la journée et que tu me satisfais. Elle ne dit pas que tu n'as pas pensé à ton entourage quand même avec un Bien titre sûr, comme celui-là. bien sûr que oui. Ouais. Mais ça m'intéresse de jouer avec ça. Ça m'intéresse de présenter une chanson sur l'obsession à travers quelque chose d'autre. Aujourd'hui, on en est à la démesure. Quand on regarde les concerts, les festivals, les écrans sont de plus en plus grands, les tournées sont de plus en plus incroyables. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur scène? Et justement, est-ce que vous allez vous inscrire justement dans cette démesure énorme ou au contraire dire non, nous, on va rester quand même à un niveau humain, puisqu'on a parlé beaucoup d'humain dans cette interview? Ben, je ne sais pas encore parce que c'est encore en train d'être dessiné sur papier, sur ordinateur et tout ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaye de créer une sorte de show, de concert qui est une réflexion de l'esthétique de l'album. Alors, il y aura beaucoup de couleurs, mais ça gardera toujours cet élément humain pour moi. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be